Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, quelle alternative? Nous parlons avec M. Robert Kaenga. Il est analyste politique, il est aussi un juriste, il est avocat. Mais ici, on le reçoit en tant que juriste, pas en tant qu'avocat. Maître, bienvenue. Merci. Merci Jean-David. Et ça fait longtemps que vous n'êtes pas passé sur nos plateaux. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais quand vous m'avez invité, me voici, je suis là. Voilà, effectivement. Alors, vous êtes là parce qu'il y a une cause qui est juste aujourd'hui, c'est la situation sécuritaire dans l'Est qui continue beaucoup plus à inquiéter. Aujourd'hui, il y a plusieurs pistes sur la table du chef de l'État. Soit la guerre, soit mener des négociations en interne, telles que l'initiative de la CENCO, ou soit la voie diplomatique par les processus de Nairobi et les processus aussi de Luanda. Alors vous, en tant qu'analyste, quelle est votre analyse, faites-vous? Je pense que tous les procédés sont équipolantes, sont équivalents, et il n'y a pas ce qui exclut l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'est vrai, à l'état actuel, négocier, ça met le chef de l'État dans une position vraiment de faiblesse. Parce qu'il y a des compatriotes qui sont morts. Je crois qu'il est le seul, par rapport aux autres groupes militaires, qui ressentent cette peine d'être un président de la République et de voir ses compatriotes se faire massacrer, alors que vous avez l'obligation constitutionnelle de le protéger. Je crois que ça les met dans une situation un peu difficile. Mais vous savez, en latin, on dit « qui vis pacem parabellum ». Qui veut la paix prépare la guerre. Je crois qu'en même temps que nous allons négocier, on va faire comme l'ANC en Afrique du Sud. Ils négociaient et puis ils avaient aussi une branche armée. Donc il n'est pas exclu aussi que pendant ces négociations, que nous puissions aussi mettre en place, envisager l'aspect militaire, parce que ça sera au finish, si on n'arrive pas à s'entendre sur le plan du dialogue, c'est la guerre qui va rester, celui qui sera fort imposera les règles des jeux. Donc il va falloir qu'on se prépare sur tous les fronts. Mais parce qu'il y a des Congolais qui meurent, je pense qu'il faut privilégier l'aspect diplomatique et aussi privilégier l'aspect du dialogue. Je voudrais ici souligner, peut-être de par ma compréhension, le chef de l'État n'a jamais exclu les dialogues. Il n'a jamais exclu le dialogue. Je pense que même quand il a reçu les prélats catholiques, il leur a dit, je suppose qu'il n'a pas dit que je suis contre le dialogue. Parce que s'il l'aurait dit, les autres nous pouvaient le dire aussi à la sortie de la réunion pour dire voilà, le chef de l'État n'est pas d'accord. Et dans tout le cas, nous sommes des Africains. Le dialogue, c'est notre modus vivendi. Notre manière de vivre reste le dialogue. Maintenant, nous allons dialoguer autour de quoi? Nous allons dialoguer quels seront les termes de référence dans ce dialogue. Et dialoguer avec qui? Et dialoguer avec qui? Ça, c'est une question fondamentale. C'est une question que nous voudrions nous poser la question. Est-ce que c'est un dialogue entre Congolais? Est-ce que les Congolais vont se parler? Or, la réalité sur le terrain atteste à suffisance de preuves que ce ne sont pas les Congolais qui sont derrière cette guerre. Et c'est discuter avec les Congolais qui sont derrière. Parce que Nanga, il est parti il n'y a pas trop longtemps. Il a recruté quand? Les militaires. Et il a formé l'armée quand? Où a-t-il eu les moyens pour commander les armes qu'ils ont, les armes sophistiquées? Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont derrière une machine qui les porte. Est-ce qu'il faudra-t-il discuter avec Nanga, qui est un patin, ou il faudra discuter avec les véritables personnes qui sont derrière Nanga? Et s'ils veulent discuter, parce que Nanga n'a pas compéti lors des élections de 2023, ni moins de 2018, parce qu'il était l'arbitre. Alors, quelle est sa frustration en réalité? Qu'est-ce qu'il reprocherait au régime? Parce que lui n'était qu'un arbitre du match. On comprendrait par exemple que si c'était Fayoulou qui a pris les armes, qui n'a pas su gérer sa frustration, on comprendrait que c'était Moïse Katumbi qui n'a pas pu gérer sa frustration, mais pas Nanga qui était l'arbitre, qui a sifflé à la fin du match, qui a dit tel a gagné, et que donc les règles de jeu doivent être respectées. Au-delà de tout, nous avons choisi la démocratie. La démocratie, vous savez, c'est parfois la raison d'État qui amène à la violation de la démocratie. La démocratie
est basé sur des principes. Lorsqu'on a choisi les élections comme voie d'accès au pouvoir, et donc nous devons rester dans cette logique-là. S'il y a des choses qu'on doit réclamer à Tshisekedi, je pense qu'on doit les réclamer dans un compartiment démocratique, dans un compartiment que nous avons tous choisi pour nous permettre de garantir la stabilité de notre pays. En vous entendant, vous allez dans le sens des dialogues, mais est-ce que vous donnez la chance aux initiatives menées par le prélat catholique? Bon, personnellement, je voudrais donner mon avis, ce qui n'engage pas la famille politique, l'Union sacrée. J'ai toujours considéré que le premier dialogue, c'est que le prélat catholique doit aussi faire un effort de créer un climat de confiance entre nous et eux. Je vais le démontrer. On est en 2011. Mosengo constate qu'il y avait des irrégularités. Il ne cite pas le gagnant. Il dit, les élections telles que se sont déroulées, il y a des problèmes sérieux. Mais il ne dit pas qui a gagné les élections. Mais par contre, en 2018, nous avons vu Abbé Chollet dire clairement que c'est Fayoul qui a gagné les élections. Il est mis, alors qu'ils avaient des observateurs. Les observateurs n'avaient pas droit au PV. Les observateurs ne regardent que la régularité et le déroulement des élections. Déjà, c'est un choc par rapport à ceux qui soutiennent l'autre camp. Nous avons vu par la suite le chef de l'État tendre la main et que M. Ambongo passait sur France TV5 dire qu'il ne peut pas saisir la main du chef de l'État parce qu'elle est sale. Ça, c'est Ambongo qui l'avait dit. Oui, il l'avait dit sur TV5. Je l'avais su personnellement. Alors, nous avançons, nous arrivons en 2023. Il y a deux candidats. Je connais un candidat qui est maintenant juge à la Cour constitutionnelle, qui était candidat comme membre du président de la CENI. On dit non, Ambongo dit non parce qu'il est de la sphère tribale avec le chef de l'État. Il ne peut pas passer parce qu'il est Moulouba. Et on avance les élections. Chollet dit non, si le président de la CENI n'arrive pas à comprendre ce que nous lui disons, et donc il y aura un chaos, et partant, un courageux peut se lever le matin et faire un coup d'État, on ne sera pas responsable de ce qui va arriver. Je crois qu'ils doivent aussi créer un climat de confiance à ce niveau-là. C'est là que nous ne croyons pas en leur dialogue, parce que nous estimons qu'ils n'ont jamais porté la question de l'État dans leur cœur. Vous savez, moi je suis un soutien du chef de l'État, mais je n'ai pas assez de privilèges pour le rencontrer comme eux ils en ont. Parce qu'ils ont voulu le rencontrer, ils l'ont rencontré. Je crois qu'à chaque fois que M. Ambongo ou Chollet voulaient rencontrer le chef de l'État, ils l'ont rencontré s'ils sollicitaient l'audience. Donc, tout ce qu'ils sont en train de lui reprocher, ils ont la latitude, au lieu de faire des conférences de presse, au lieu de le dire publiquement, d'approcher le chef de l'État et de lui parler directement et lui faire parvenir leurs doléances. Mais qu'est-ce que nous constatons généralement? C'est que le jeu qu'ils jouent ne nous donne pas, nous autres aussi, confiance pour croire en ce qu'ils sont en train de faire. Alors, s'ils veulent le dialogue, ils doivent d'abord et aussi commencer par se repentir, à nous montrer qu'ils sont neutres dans leur démarche et que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas de nature à sacrifier. Parce que je suis un humain, je peux me tromper, mais je suis parfaitement convaincu que Chollet ainsi que Ambongo n'ont jamais été pour le chef de l'État. Et ils ne jouent pas le jeu du chef de l'État. Ils ont toujours été neutres. Non, ils n'ont jamais été neutres. Vous avez suivi un groupe des autres membres des églises qui disent qu'ils ont fait une déclaration, j'ai oublié le nom de ce pasteur-là, ils ont dit clairement que ce que Chollet dit, ils sont en train de préparer, c'est pour le prochain chef de l'État. J'ai oublié un aspect. En 2023, Chollet parlait de l'alternance, alors que il n'y avait pas encore eu élection. Il parlait déjà de l'alternance, il voyait déjà Tshisekedi dans le passé, en 2023. Donc, moi je pense que nous pouvons, on n'est pas contre le dialogue. On n'est pas contre la démarche qu'ils sont en train de faire. Parce que moi, je suis chrétien, la Bible vous dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc, si cette démarche nous amène dans la paix, on ne peut pas refuser. Mais les personnes, les animateurs de cette démarche, doivent cesser un peu d'arrogance, considérer que ceux qui gèrent au quotidien ou ceux qui soutiennent les chefs de l'État sont des Congolais qu'ils doivent aussi respecter et respecter leur point de vue aussi. Ne pas voir seulement le point de vue. Vous savez, monseigneur, comment on l'appelle, cardinal Ambongo, il est allé plus loin pour dire que voilà ceux qui sont allés dans la rébellion, c'est de frustration, parce qu'il a même qualifié le Congo du gâteau, et que le partage n'était pas bon, et que ça justifiait la frustration des autres. Donc on ne peut pas justifier un enfant qui va prendre les armes pour tuer ses frères, parce que le gâteau n'a pas été protégé, bien réparti.
je vous ai dit et je vous rappelle que Nanga n'était pas dans la compétition. C'était un arbitre. Donc l'arbitre ne peut pas se dire, voilà, Lionel Messi a gagné plus d'argent que moi, ou Lionel Messi a... Non, c'est celui qui a arbitré le match. Après le match, il a fait son travail. Et que donc, tous ces actes-là, énumérés par moi, attestent à suffisance de preuves que les prélats catholiques qui ont aujourd'hui, qui se sont levés pour ce dialogue, ont aussi un problème de nous convaincre, nous, qu'ils aiment réellement les chefs de l'État. Et qu'ils nous aiment aussi, nous qui les soutenons. Parce que nous avons comme impression... Mais là, si aujourd'hui ils essaient de vous convaincre, vous ne voyez pas qu'ils risquent maintenant de quitter leur stade-là de neutralité, parce qu'ils doivent montrer qu'ils sont neutres. Non. Il faut qu'ils montrent qu'ils soient quand même crédibles. Parce qu'aujourd'hui, ils ont été rejoints. Il y a les églises des réveils qui sont allés voir le chef de l'État, et le chef d'État leur a dit qu'il était ouvert à tout dialogue, mais de voir Cholet. Mais de l'autre côté, en face, il y a des pasteurs qui sont là, mais il y aurait un problème de crédibilité par rapport à ça. Non, mais c'est ce que j'ai dit. S'ils le reprochent aux autres de la crédibilité, nous aussi, nous pensons qu'ils sont peu crédibles dans leur démarche. Tout ce que je vous ai évoqué comme fait atteste qu'ils n'ont pas la considération vis-à-vis des électeurs qui ont réélu les chefs de l'État. Parce qu'il faut aussi reconnaître, et c'est vrai, aujourd'hui, on voit peut-être la propension du M23, mais on n'est pas en 97. On n'est pas en 97, et puis vous vous rendrez compte, depuis 96, jusqu'aujourd'hui, aucune rébellion n'a pu prendre tout le Congo. Parce que même en 98, Mbemba a occupé une partie, l'RCD une partie, le pays était émietté. Donc c'est pour vous dire que ce n'était pas possible qu'aujourd'hui qu'une rébellion parte comme Mouzé était parti et arrive jusqu'à Kinshasa, parce que Mouzé et l'opposition avaient déjà fait un lit, il y avait déjà beaucoup d'autres avantages, Mobutu avait déjà 32 ans, et que donc il y avait beaucoup de périmètres, beaucoup de paramètres qui ont fait ce que Mouzé puisse avoir l'accès facile. Actuellement, c'est mais actuellement, les choses ont changé? Non, Tshisekedi il a quand même la population derrière lui, il a quand même des Congolais qui les soutiennent, et ceux qui sont à Goma et au Sud Kivu n'acceptent pas cette réalité des choses. Mais ils sont tout simplement victimes, ils sont assévis, ce sont des esclaves aujourd'hui du Rwanda. Et donc le Congolais tel que nous sommes, vous savez, aujourd'hui si nous acceptons que Nanga arrive ici avec le Rwandais, c'est-à-dire que nous aurons donné le Congo au Rwanda. Je crois que c'est une erreur que nous n'allons pas accepter. Vous savez aujourd'hui, Kagame ne va pas se laisser duper, parce qu'à la première fois Mouzé l'avait dupé. Et Kagame et Nanga n'ont pas les mêmes agendas. Kagame dit, moi je veux la terre, Nanga dit, moi je veux le pouvoir. C'est différent. Alors Nanga arrive ici, le chef de l'État, mais Kagame va gagner quoi au finish? Ça c'est la question fondamentale que nous devons nous poser. Parce que nous savons que notre frère Nanga, derrière lui, il y a une puissance qui est le Rwanda. Qu'est-ce qu'il a promis au Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda réclame? Ils n'ont pas les mêmes agendas. Et je suis convaincu qu'ayant fait l'expérience de Mouzé, Kagame n'est pas prêt de rééditer cette expérience-là. Et donc, nous sommes en train, petit à petit, à donner l'accès à la balkanisation. Voilà pourquoi nous disons que nous devons dialoguer avec qui? Et c'est quoi les termes de référence? Nous parlons de quoi? Je suis convaincu que la voie du dialogue reste la meilleure parce que ça nous épargnerait de vies humaines. Vous avez vu aujourd'hui, on parle de 3000, mais on est au-delà de 3000. Parce que 3000, c'est plusieurs. C'est plusieurs personnes, c'est des vies fauchées, c'est des avenirs arrêtés. C'est inacceptable. Donc si nous pouvons, par le dialogue, sauver ça, je ne suis pas opposé. Mais je voudrais quand même interpeller ceux qui sont à la manœuvre de ce dialogue, notamment le dialogue interne, pour leur dire qu'ils doivent faire preuve d'une certaine neutralité, parce que nous estimons. Personnellement, je reproche à Ambong Chaud d'être... ils n'aiment pas le chef de l'État, de par leurs propos que j'ai tenus et que vous ai exposés, en tant que par-dessus tout. Alors qu'ils ont beaucoup soutenu UDPS, quand UDPS était dans l'opposition. Non, il ne faut pas... Cholet était là, Cholet a beaucoup participé à toutes les réunions de l'UDPS. L'ancien secrétaire général de l'UDPS, Jean Kabound, il a même parlé, il dit 50-50, 50 UDPS, 50 l'Église catholique. Non. Alors, non, mais vous savez aussi que la conférence nationale souveraine a été torpillée par l'Église catholique. C'est lui qui était le président. Vous savez aussi ça. Donc ça, c'est pas le vrai problème. Dans l'opposition, il y avait une bataille et que des valeurs coïncidaient avec nos valeurs. Mais malgré tout ça, je vous ai donné l'exemple en 2011. Le vieux Étienne, nous qui l'avons soutenu, nous pensions fermement qu'il avait gagné les élections. Mais le cardinal Mosengo n'avait pas dit que Tshisekedi était le vainqueur. Il a dit seulement que les élections n'étaient pas conformes à la réalité.
Vous voyez, c'est quand même assez sage. Mais ici, en 2018, je vous ai dit que Cholet passe pour dire que celui qui a gagné les élections, c'est tel. Est-ce qu'avait-il le droit de le dire? Est-ce qu'il y avait-il de preuves? Parce que nous sommes allés à la Cour constitutionnelle et Fayoulou n'avait jamais prouvé qu'il avait gagné les élections. Donc c'est ça en fait. Et de deux, lorsque le chef de l'État vous tend la main, vous êtes soi-disant des serviteurs de Dieu. On vous tend la main, vous dites non, nous on ne peut pas toucher à cette main parce que la main elle est sale. Vous voyez? Et vous dites non, nous comprenons ceux qui sont allés prendre les armes parce qu'ils sont frustrés. Le gâteau, le Congo qui est le gâteau, la répartition n'est pas correcte. Est-ce que c'est des faits-là qui nous font dire, nous aussi, ou nous donnent des réserves sur leur démarche, sur l'issue de leur démarche? Est-ce qu'ils les font pour le bien du Congo ou ils veulent voir Félix partir? D'autant plus qu'un groupe de pasteurs est passé, il a fait une déclaration pour dire que Cholet a déclaré que les consultants qui sont en train de faire, c'est pour préparer la sortie honorifique du chef de l'État et que c'est pour le prochain chef de l'État qu'ils sont en train de le faire. Et donc tout ça, ce sont des choses qui nous mettent aussi mal à l'aise. Je crois que s'ils veulent le dialogue, ils doivent aussi nous considérer et nous donner confiance. Faire confiance à l'UDPS, il y a des gens qui parlent. Ceux qui insultent le chef de l'État sont beaucoup plus nombreux que ceux qui insultent à l'UDPS ou ailleurs ou dans d'autres, les gens qui insultent les prélats. Donc ils doivent aussi comprendre qu'il y a toujours les brebis égarées dans chaque famille et que donc ce n'est pas à cause de ça qu'ils doivent entretenir la haine viscérale contre le chef de l'État ou contre ceux qui les soutiennent. Donc ils doivent aussi comprendre que ceux qui les soutiennent, c'est des personnes avec qui ils peuvent dialoguer. S'ils peuvent aller dialoguer les gens qui tuent, comme pour cette raison Kabouya qui n'a pas tué, qui n'a pas versé le sang. Donc s'ils peuvent aller saluer la main de Nanga par exemple, alors qu'il y avait 3000 cadavres sur la terre, qui jonchent encore jusqu'à présent, ils peuvent même rigoler avec lui. Je pense qu'ils ont même pris un verre, ou ils ont bu de l'eau avec Nanga. Ce qui est inconcevable à l'état actuel. Alors, ils ne peuvent pas refuser de dialoguer avec lui. On a vu les prélats consulter le président kenyan, Ruto, les présidents rwandais, Kagame. Est-ce que nous allons dans les processus de Luanda? Voilà, c'est ça la démarche. Est-ce qu'ils ont reçu mandat de faire le dialogue avec d'autres chefs d'État? C'est ça le problème. Ils sont allés le voir parce qu'ils pensent que c'est eux le problème. Comment le Kenya devient un problème pour la RDC? Parce que les Kenyans seraient impliqués dans les processus de Nairobi. Oui, mais nous savons que l'AFC a été créé au Kenya. Ça, c'est un élément important. L'AFC de Nanga a fait sa sortie au Kenya. Tout comme aussi le chef de l'État et Vital Kamerhe, ils ont fait leur pacte au Kenya. Oui, mais ce n'était pas le pacte de subversion. Ce n'était pas le pacte de renversement des institutions démocratiquement établies. C'était une entente pour venir conquérir le pouvoir de manière démocratique et en respectant la Constitution. Mais que lorsque vous faites développer une rébellion chez vous, et donc il y a un problème. Moi, ce que je voudrais aussi dire au chef de l'État, c'est que il faut que l'on comprenne que le Congo n'a jamais eu d'amis. Et en fait, aussi, c'est un principe élémentaire du droit international, où entre les États, il n'y a que les intérêts qui priment. Entre les États, il n'y a pas l'amour parfait. Mais ce que nous voulons, c'est que l'on comprenne que la démarche des prélats aujourd'hui, ils vont voir les chefs d'État, est-ce qu'ils vont les amener pour dialoguer avec nous? C'est quoi la démarche aujourd'hui? Ou c'est un excès des ailes? Parce que nous avons qu'il y a des ossatures bien établies. Nous avons les dialogues de Nairobi, format Nairobi et format Luanda aujourd'hui. Il faudra maintenant qu'on désigne un autre, comme Lorenzo est devenu président de l'Union, un existant de l'Union africaine. Vous savez, M. David Kilolo, c'est le chef de l'État qui a réconcilié Kagame et Museveni quand il était président en exercice de l'Union africaine. Je crois que c'est le chef de l'État qui a réconcilié le gens au Tchad. Donc je crois que Tshisekedi a eu une capacité de réconciliation, parce qu'il l'a prouvé. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il faut trouver quelqu'un avec ce genre de compétences. Parce que Museveni, c'est que ça tirait à boulet rouge. C'est Tshisekedi qui les a amenés à la table de négociation. Malheureusement, et c'est ce que je dis, est-ce que c'est la malchance qu'il a, que tous les gens avec qui il est en train de manger... Mais il demande à ceux qui négocient avec le M23. Non, nous n'avons, je le dis, que le chef de l'État a le suivre. Je n'ai pas discuté avec lui directement, mais à le suivre, je suis convaincu qu'il n'a jamais refusé le dialogue. Oui, mais il n'a jamais refusé le dialogue. Avec l'M23.
pas non, avec l'M23. il a dit que le M23, c'est version de Nairobi. Luanda, c'est la discussion entre le Rwanda et nous. C'est ça en fait, le dialogue. Mais le M23 dit non, nous on ne va pas être dans ce dialogue format Nairobi. Nous voulons discuter directement avec la RDC. Tous les groupes armés doivent aller dans le processus de Nairobi et que le processus de Luanda, c'est entre la RDC et le Rwanda. Donc c'est ça le format. Maintenant, faudra-t-il, parce que la SADC, elle est assez, ils ont dit il faut fusionner les deux. Alors maintenant, si on fusionne les deux, je crois qu'il y aura la possibilité maintenant qu'on se retrouve autour d'une table avec les États et des structures non étatiques qu'on va peut-être revêtir d'une qualité internationale et pour nous permettre d'échanger avec eux. Donc dans tout le cas, moi personnellement, je ne suis pas opposé au dialogue. Même le dialogue initié par la SENCO, mais je dis tout simplement qu'il va falloir que les prélats catholiques sachent aussi que ceux qui soutiennent les chefs de l'État, c'est leur droit. Et qu'ils ne doivent pas considérer les chefs de l'État et qu'ils nous déclarent leur sincérité, leur démarche, que nous puissions trouver dans leur démarche une certaine sincérité, une certaine garantie de la sincérité. Parce que nous avons vu, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, ils ont tenu un langage qui va même au-delà de la subversion, un langage qui préparait un lit à quelque chose. Et voilà pourquoi on n'est pas très très chaud par rapport à ça. Est-ce que l'issue, toujours, ça sera le partage de postes, le partage de pouvoir, l'issue de ce dialogue, de ce prétendu ou présumé dialogue? Oui, je crois que c'est ça. On va encore faire marche arrière. Je crois que ça c'est très dangereux ce cas. On va encore revenir au processus 1+4. On va encore revenir, c'est-à-dire qu'on va faire un recul d'il y a 20 ans. Donc on va encore revenir à la case du départ. On n'aura pas avancé. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que Tshisekedi reste un humain, il va partir. Et que donc, d'ici 2028, il termine son mandat. S'il a mal géré, et que donc, on va le remercier par la population, et qu'il va partir, et que quelqu'un d'autre prendra le pouvoir. C'est la meilleure façon. Parce que si nous nous retrouvons encore ici, c'est un recul. Un recul. Parce qu'on sait comment la mise en place du gouvernement, d'abord, dans les circonstances normales, où les institutions ne sont pas en guerre ou une coalition, ça nous prend 6 mois. Maintenant, quand ça sera le moment maintenant, d'abord de dialoguer, et en même temps, on doit maintenant faire le partage de postes, il y aura des frustrations, il y aura encore... Ça ne va pas nous avancer. Est-ce qu'il ne faut pas aller vite? Parce que dès lors que le temps passe, ça risque encore de devenir l'impasse. Non, je suis tout à fait d'accord que nous n'avons plus de temps à perdre. Puisqu'il faut vraiment qu'on stoppe l'avancée des uns et des autres et qu'on aille vite autour d'une table pour trouver la solution. Là, c'est parfaitement le chemin qu'il faut adopter. C'est le chemin où il faut aller et très rapidement. Et surtout que les vies humaines sont en danger. Et donc, je crois que le salut du peuple brise même les lois, brise même... que le chef de l'État, personnellement, qu'il ne se gêne pas. S'il faudra embraser le dialogue dans le format actuel où on doit rassembler tout le monde, je pense que ce n'est pas mauvais pour lui d'aller sur cette table-là. Et de foi, c'est des choses qui vont lui donner des armes pour montrer qu'il n'avait pas été de mauvaise foi et que c'est des gens, comme il a dit lui-même en Allemagne, que ce n'est pas une question d'orgueil. Mais là où c'est dangereux, David, c'est que accepter que le M23 arrive à Kinshasa, qu'il prenne le pouvoir, c'est ça, vous et nous, on sera redevables par rapport à l'histoire. Nous aurons encore donné notre pays au Rwanda. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est là que ça dérange énormément. Est-ce que même si nous allons discuter, et c'est pour donner le pays entre les mains de Rwanda. Et ça, au moins, la fierté. Qu'est-ce qui va nous rester, nous, Congolais, si on ne peut plus avoir la fierté de sauvegarder notre pays? Est-ce qu'on ne peut pas être résilient? Je vois parfois un discours défaitiste de gens totalement désespérés et tout ça. Mais bon, c'est vrai. Il y a peut-être des frustrations, il y a peut-être de mauvaises décisions qui ont été prises, il y a peut-être des choses qui n'ont pas marché avec le chef de l'État. Mais je pense personnellement que nous devons être résilients, avoir la fierté. Même les militaires qui fuient et qui font des vidéos, ça c'est un... Je crois qu'à un moment donné, dans ce pays, nous devons apprendre aux enfants l'amour du Congo et l'amour de la patrie. Si on a l'amour de la patrie, on ne peut pas fuir et laisser l'ennemi accéder à vos terres. Et vous êtes en train de vous filmer comment vous êtes en train de fuir, laisser votre patrie. Pour aller où? Merci beaucoup, M. Robert Kaenga. Vous êtes à Mouniéré.
Comment, Mouniéré, c'est quoi les combats de Tshisekedi, Étienne? Oui, nous allons rester dans le combat démocratique. Et nous sommes de cette école. Sans verser le sang. Sans verser le sang. Nous sommes dans ce combat-là et nous restons résilients. Nous avons été dans l'opposition pendant plusieurs années. On n'avait jamais touché à l'arme. Et que donc aujourd'hui, notre combat va rester tel qu'il est. Mais nous demandons au chef de l'État de prendre les bonnes décisions. Je crois qu'il traverse le moment le plus difficile. C'est le Congolais aujourd'hui qui ne dort pas. Parce que si nous, on ne peut pas dormir grâce à cette situation, je ne voudrais pas m'imaginer être à sa place. Mais qu'il se fasse entourer et qu'il prenne les bonnes décisions. Et aujourd'hui, le peuple veut voir que son leader s'est battu et les décisions qu'il a prises, c'était des décisions capables de sauver la nation. Et que donc, qu'il ne soit pas, il ne faudra pas que la liquidation de ce régime, de notre pays, passe par l'UDPS. C'est le nom d'Étienne Tshisekedi qui sera aujourd'hui sapé, jeté dans les oubliettes. Nous ne voudrons pas que demain, qu'à cause de lui, que le nom de Tshisekedi soit demain saboté pour un homme qui a construit sa réputation sur base d'un combat démocratique. Nous demandons au chef de l'État de vite agir, de vite faire une bonne sélection autour de lui, de voir des décisions là où ça n'a pas marché, de reprendre vite les choses pour que les choses ne puissent pas l'échapper, parce que nous voulons qu'il puisse non seulement arriver à la fin de son mandat, mais que nous puissions conserver le pouvoir le plus longtemps possible par des voies démocratiques. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Robert Kayenga, surtout de votre passage. Tout de suite, un deuxième invité.